Bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast La Pointe. Je suis Christophe Augier, je suis en compagnie de Frédéric Durand. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Pour ce 10e épisode, accrochez-vous car l'Europe a vibré, l'élite a explosé et on a une bombe atomique à décortiquer. Cette semaine, c'était le grand show continental, grosse soirée européenne absolument passionnante avec le coup d'envoi de la Champions League. Et on a évidemment suivi l'entrée en lice très attendue du CN Marseille face au redoutable Vaspo Hanovre. On plonge direct, on décortique tous les résultats européens en long, en large et en travers. On passe ensuite aux championnats nationaux avec l'élite et la nationale masculine, où une équipe vient de lancer un pavé dans la mare. Le scénario dingue qui a vu l'US Bordeaux Waterpolo décrocher une victoire historique face au Montpellier Waterpolo, un résultat que personne n'avait vu venir. Toutes les analyses, les tops, les flops et les réactions qui comptent, c'est tout de suite. Et juste avant de commencer, pense à t'abonner, ça ne prend que 2 secondes. T'abonner, ça nous aide vraiment beaucoup parce que plus on est nombreux, plus le podcast sera connu et plus nous pourrons le développer. Donc abonne-toi dès à présent sur YouTube, Spotify, Deezer ou Apple Podcast et n'hésite pas aussi à mettre 5 étoiles sur la plateforme. Tu peux nous écouter comme ça sur la route, en allant au boulot, en faisant du sport ou juste avant l'entraînement. Allez, c'est parti! Nouvelle semaine, nouvel épisode pour cette semaine et un programme extrêmement chargé puisqu'on avait donc la première journée de Champions League, l'Europa Cup, les phases de poule, le championnat N1 masculin et le championnat élite masculin. Donc plein de matchs à vous commenter. Et on attaque tout de suite avec l'ordre chronologique et le premier match de Marseille en Champions League qui recevait Hanovre. Marseille qui s'impose facilement quand on voit le score 20-9, mais qui a eu un début de match un petit peu compliqué. Frédéric, tu veux attaquer sur ce match-là ? On avait dit donc Marseille devait pas se rater à domicile pour son entrée en lice dans la Champions League. On rappelle les données du problème, j'allais dire, une poule de 4. 4 poules de 4 exactement, 6 matchs à jouer, et puis faut finir dans les 2 premiers pour basculer dans un top 8 européen qui sera à nouveau divisé en 2 poules de 4. Et les 2 premiers de ces poules-là rejoindront le Final Four. Comme l'an passé, on rappelle que Marseille est opposé à Barceloneta, Sabadell et Hanovre. Et puis ils devront écarter 2 équipes parmi ces 3-là pour pouvoir se hisser dans les 2 premiers. Hanovre étant d'un standing autre que Marseille, il fallait absolument d'abord bien commencer, marquer son territoire, marquer des esprits et puis prendre 3 points. Et ça a été fait brillamment par Marseille. Oui, alors dans ce match, donc c'était la première apparition de Gbamassi dans le set en plus, et dans la composition de l'équipe, on pouvait noter donc la présence de Nardi et l'absence par contre donc de Canovas et de Spajic qui est toujours blessé. De l'autre côté, du côté de Hanovre, on avait la présence de l'ancien Montpelliérain Vandenburg et Hanovre quand même, qui était une équipe largement à la portée de Marseille, puisque en fait depuis qu'ils sont dans cette partie de Champions League, en fait ils ont jamais gagné de match. Donc ils sont dans les phases de poule, mais quand ils sont dans ces phases-là, ils n'ont jamais gagné un match. Tesanovic dans le but marseillais qui a bien tenu sa place en multipliant les arrêts en début de match, et il a fallu attendre plus de 3 minutes, quasiment 3 minutes 30 même, pour voir le premier but par l'intermédiaire du grec Kalogiropoulos avec un magnifique poteau rentrant. Et tout de suite Hanovre qui est quand même dans le match, c'est pour ça que je disais que Marseille a eu du mal, puisque tout de suite ils égalisent sur un penalty. Voilà, Marseille qui bataille en début de match avant aussi que ils enchaînent les buts avec notamment un deuxième penalty transformé par le capitaine Krouzia et Thomas Vernou qui a été omniprésent aussi dans ce match, qui a été donc en pointe, et il a marqué un magnifique but dont il a un petit peu le secret. Il a retourné un but assez facile pour lui et qui a permis aussi de creuser l'écart à la fin de cette première période, puisque Marseille l'emporte 6-3 et grâce notamment déjà dans ce premier quart-temps avec 2 buts de Thomas Vernou avec une belle action individuelle puisqu'il avait juste avant provoqué l'exclusion.
Dans la deuxième période, il y a eu quand même à noter donc l'exclusion du numéro 9 d'Hanovre, je trouve un peu sévère sur une contre-attaque. Donc il fait une contre-faute et il se retrouve exclu définitivement. Donc, mais Marseille, sans être brillant, continue à creuser l'écart. De beaux arrêts de Tesanovic qui a bien tenu son rang. Des fois, il souffle un peu le chaud et le froid, mais là. Il a plutôt été bon dans ce match et Marseille qui, avec quelques beaux exploits individuels, notamment Kalogeropoulos qui fait un très bon match aussi, et une défense marseillaise qui s'est resserrée plutôt en deuxième mi-temps. Marseille qui s'impose 20-9, mais je pense qu'il faudra quand même qu'ils haussent un petit peu leur niveau de jeu lorsqu'ils vont affronter des plus grosses cylindrées, notamment comme Barceloneta. Donc un match facile pour commencer cette phase de poule de Champions League. Ouais, Christophe, t'as toujours tendance quand même à calquer, j'allais dire, ton niveau sur le niveau que te propose l'adversaire. C'est un peu humain, j'allais dire. Alors tu dis qu'ils ont eu du mal à rentrer dans le match, mais bon, tu peux pas non plus mener 5-0 au bout de 2 minutes. Hein. C'est de la Champions League. Ils gagnent quand même la première période 6-3. Donc 3 buts d'écart sur une première période où toutes les équipes sont encore en forme, j'allais dire physiquement, ils sont pas touchés par les fautes ni par les rotations. Si tu gagnes une période de 3 buts et tu fais 4 fois 3, 12, tu gagnes ton match de 12 buts. Donc moi je trouve qu'ils ont démarré comme il fallait, 6-3, 5-3, 11-6 fin de deuxième. Ils ont éteint les espoirs allemands assez nettement. Après ils déroulent, c'est plus facile, 5-2, 4-1, ce qui les amène à 20-9. Il est à noter que prendre maintenant en 32 minutes et sur des bassins de 25 mètres que 9 buts, c'est ce qu'ils ont fait par exemple contre Aix. Donc pour moi très bonne performance défensive de Marseille. Tu as beaucoup de chance maintenant de gagner un match quand tu prends que 9 buts dans cette version bassin de 25. Ils en mettent 20, plus du double, avec un pourcentage global au tir de quasiment 60%. Contre 25% en face, la différence se fait principalement là, hein, je répète, mais on oublie trop souvent que le tir, pour marquer, faut tirer, et pour marquer, faut bien tirer. Donc Marseille a une qualité de shoot qui est bien là, et écoute, les Allemands, alors c'est peut-être Tesanovic, mais c'est peut-être aussi les shooters allemands qui sont moins bons. En tout cas, la grosse différence est faite là, et avec des joueurs marseillais qui sont alors je veux pas retirer ou extraire forcément quelqu'un, mais Boué qui fait 5 sur 5, Hugo qui fait 4 sur 4, Laroumbe 2 sur 2. Donc tu as des joueurs quand même qui sont à 100%. Mike Bodegas qui met toujours son petit but 1 sur 1. Thomas qui a tiré 10 fois quand met 4, mais qui des fois qui tire dans des situations un peu plus compliquées, qui a mis un but tout en puissance, qui est pas au milieu de la cage, mais qui est un petit peu sur le côté gauche, mais ça va trop vite pour le gardien. Moi, je trouve l'entrée en matière de Marseille convaincante. Alors certes, Hanovre, comme tu l'as souligné, ne gagne pas de match en Coupe d'Europe. Ils gagneront pas celui-là non plus. Il fallait bien rentrer, ils l'ont fait de manière convaincante. Donc écoute, c'est très satisfaisant. Oui, c'est une bonne entrée en matière, mais j'ai trouvé que ils se sont effectivement mis un peu au niveau de l'adversaire. Alors peut-être qu'ils s'adapteront lorsqu'il y aura des adversaires un peu plus costauds. Mais par rapport, c'est pas le premier match que j'avais vu donc sur cette soirée-là. On va en parler après quand on donnera, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder Ersen Novi contre Split. J'ai trouvé que ça avait été vraiment un match extrêmement plaisant, celui-là. Marseille jouait son jeu, mais c'est vrai que l'adversaire en face, était plus faible, hein, forcément. Voilà, Marseille pour moi, il a encore besoin de progresser pour aller accrocher des plus grosses équipes et prendre sa place au Final Four. Ouais, mais tu sais, tu me parles d'Ersen Novi Split. Split, c'est ceux qui ont pris 18-6 à la maison par Marseille l'année dernière. Donc c'est difficile de voir des matchs des fois quand tu finis à moins 10, t'as l'impression qu'en fait l'équipe qui gagne de 10 buts, elle est pas je veux dire satisfaisante, mais il y a 10 buts, 11 buts à l'arrivée. Encore une fois avec un gros secteur défensif, moi je fais pas la fine bouche là-dessus, c'est un premier match de Coupe d'Europe. Marseille, il y a pas eu beaucoup de matchs difficiles à négocier, et ça sera certainement le cas souvent cette saison, mais il n'y a pas eu beaucoup de matchs difficiles à négocier depuis le début de l'année en championnat. Tu fais une entrée chez toi contre ce qui vraisemblablement va être le dernier de la poule. Tu vas pas non plus gagner 24-5. Hein. Ça reste quand même une équipe avec des joueurs.
Donc déjà 29 quand tu prends 10 buts en Champions League, c'est une belle petite tôle. Et écoute, Marseille a fait ce qu'il avait à faire. Et moi, je trouve qu'ils l'ont quand même dans l'ensemble bien fait. En tout cas, ils ont pris les 3 points et je pense qu'aussi, voilà, on sait jamais ce qui peut se passer dans un match, voilà, de haut niveau comme ça, mais voilà, il y a un côté rassurant, je pense, pour la suite. C'est à prendre en compte aussi. Deuxième match, on va passer sur Olympiakos Mladost, victoire d'Olympiakos assez nette quand même, 13-9. Malgré une première période remportée par Mladost 3-2, mais ils ont su se ressaisir dans la deuxième période en mettant un 4-1, enchaîné par 5-4 et 2-1, et donc ils s'imposent. Je dirais que Olympiakos, c'est une équipe rompue à ce niveau-là. Moi, je voyais Mladost par rapport à ce qu'ils avaient fait, on en avait parlé dans les épisodes précédents, un peu mieux que ça. Mais je pense que voilà, la patte du nouvel entraîneur est déjà là, et que Olympiakos, je pense, va être un candidat sérieux au Final Four à venir. Écoute, j'ai le même avis. J'attendais beaucoup de ce match-là. Le Mladost a fait un recrutement. Ils ont une équipe quand même qui est très très solide. Ils veulent retrouver un peu du lustre de leur passé. M'attendais à une victoire d'Olympiakos, mais pas de 4 buts. 4 buts, c'est beaucoup quand même. Et écoute, avec un Zalanki des grands soirs qui met 6 buts. À noter Olympiakos avec 2 étrangers seulement, Zalanki et Daniel Angal qui évoluent à Marseille l'année dernière. Tout le reste, c'est des Grecs. Donc ça montre quand même la bonne santé du polo grec. Et puis comme tu dis, Fatovic, Elvis Fatovic, l'entraîneur qui vient de Barceloneta, écoute Olympiakos évite le piège parce que Mladost, ça reste c'est une équipe qui est piégeuse, qui peut te faire chuter, et il fallait autant Marseille, on les voyait battre Hanovre à la maison, c'était quasiment, je veux dire, un peu plus garanti. Là, il y avait match quand même, et Olympiakos s'en sort très bien. Ouais, et d'ailleurs Zalanki, j'ai vu un petit florilège de ses buts sur cette soirée-là. Il a été effectivement plus qu'efficace, ça part très très vite, c'est extrêmement bien placé. Il a été vraiment redoutable, et 6 buts sur 13, belle performance aussi à ce niveau. Zalanki, c'est un bras exceptionnel, il est relâché, très relâché, c'est cette espèce de shoot sans effort, là où la balle elle part très vite, mais t'as pas l'impression que le gars il force, donc non, ça a toujours été un shooter, équipe de Hongrie, Areco maintenant. Et donc, quand ça rigole pour lui, il est, tu peux pas tu t'es obligé de le calculer quand même quand il est poste 2. Si tu montes pas, t'es assez souvent sanctionné. Il propulse Olympiakos avec les 3 points dans cette poule-là, qui est important parce que c'est une poule homogène et pas facile. Ouais, c'est presque un peu, je dirais, il me semble, là, j'ai plus toutes les poules en tête là comme ça tout de suite, mais c'est un peu la poule de la mort, je crois, un peu aussi cette poule là. Donc ça va être compliqué. Et puis effectivement, tu l'as dit aussi, dans les recrutements, donc il y a Angal, et qui fait une bonne prestation aussi sur ce match, l'ex marseillais. Troisième match de cette soirée, donc qui se déroulait on l'avait dit, un mardi 14. Donc on avait un Jadran Erceg Novi contre Jadran Split. Moi je me suis régalé dans ce match. Donc au fait, ils ont peut-être pris l'année dernière par Marseille 18-6, mais en tout cas vraiment match intéressant, une intensité assez incroyable par rapport à ce qu'on a été habitué à voir, en tout cas en ce début de saison sur nos différents matchs. De la précision dans les passes, au niveau de l'arbitrage, beaucoup d'exclusions que j'ai retrouvé un peu dans les matchs, et j'en ai parlé. Il se trouve que j'ai pu discuter avec notre arbitre international Sébastien Dervieux, qui arbitrait le match Aix-en-Provence-Strasbourg. On y reviendra plus tard, et je lui demandais s'il y avait eu un peu des consignes par rapport aux exclusions, tout ça, parce que je retrouvais un point identique sur pas mal de matchs, et il m'a dit non, pas plus que ça. Il était un peu surpris du nombre d'exclusions qu'il y avait dans ces matchs-là, compte tenu un peu des scores, malgré tout. Et tout de suite, les gars, dès qu'ils sont proches, c'est exclusion, ça sort vite. Donc ce qui fait que il y a quand même pas mal de buts. Donc là, Erceg Novi qui s'impose 14-11. J'ai bien noté dans ce match, j'ai bien aimé, et d'ailleurs ça s'est retrouvé dans plusieurs diffusions, notamment sur le match aussi
Belgrade, Reco, il y a vraiment un gap sur la diffusion des matchs. C'était très appréciable aussi de suivre ces matchs-là parce que c'était bien filmé et ça fait toujours plaisir d'avoir ces matchs-là qu'on peut suivre de façon un peu plus précise à distance. Et je pense que ça pourrait nous inspirer, ou en tout cas certains clubs devraient s'en inspirer aussi pour diffuser notre championnat, parce que ça met en valeur, notre sport. Ouais, Christophe, le nombre croissant d'exclusions, alors la première raison, c'est que tu as plus d'attaques maintenant parce que tu joues au bassin de 25 mètres. Donc, il y a plus d'attaques par période, donc il y a plus d'attaques par match et il y a plus de possibilités d'avoir des exclusions. Plus tu multiplies le nombre d'attaques, plus tu multiplies les possibilités d'exclusion. Tant que les arbitres ou les instances considéreront que c'est le cas depuis un petit moment, que le défenseur pointe, j'allais dire, est quasiment battu d'avance. C'est un poste qui devient extrêmement frustrant. Et battu d'avance, c'est que il suffit que la balle elle rentre. J'ai l'impression que des fois certains arbitres ont déjà pris leur décision. C'est-à-dire que si elle rentre, quel que soit, même si tu essaies de défendre un peu en jambes, les bras levés sur le côté, en essayant de t'écarter, en anticipant, en sautant et tout ça, tu dégages. J'aime pas ce côté systématique, cette offrande qu'on fait à l'attaquant en disant voilà, écoute, si la balle elle rentre, de toute façon tu auras quelque chose. Donc le défenseur, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'exclusions, le défenseur est c'est difficile de défendre. Alors les pointes sont peut-être plus fortes ou les pointes sont fortes, hein, ça c'est sûr. Mais il y a pas beaucoup de sports où de sport de contact où systématiquement le défenseur est sanctionné. Alors des fois il y a des fautes à l'envers, une contre-faute ou quoi, mais des défenseurs qui récupèrent le ballon sur une attaque en pointe sans faire de faute, ça existe quasiment plus. Et c'est un peu dommage parce que t'as des super attaquants, mais t'as des super défenseurs aussi. Et je trouve que c'est un peu systématique et automatique et sans réfléchir, on exclut. Je trouve pas ça super. Bon, après là, c'était aussi pas mal d'exclusions en périphérie, hein. Dès que le gars est trop près, la fixe, il va un peu vers lui, tac, c'est dehors, hein. Donc Oui, il y a pas que la pointe, hein, mais ouais. je parlais juste de ce truc spécifique. Enfin, Yadran Ercegnovi qui l'emporte dans ce duel des Yadran. 14-11, Ouais. écoute, qui lance aussi sa saison. Toutes les équipes qui ont commencé par une victoire sur un adversaire direct, écoute, c'est 3 points au chaud en attendant la deuxième journée. Ouais, et puis bon, moi j'ai bien aimé dans ce match vraiment la précision des passes en pointe. Des fois, des passes qui arrivent en pointe un peu, on sait pas trop, finalement on s'en débarrasse. Mais là, même avec des équipes qui jouent en zone, la balle elle arrive très précisément sur la pointe, effectivement occasionnant aussi des exclusions, mais forcément ça favorise une exclusion parce que déjà la balle est extrêmement bien donnée. Donc ça, des deux côtés. À noter dans ce match, on avait quand même la présence de l'ancien Montpelliérain Andrich dans la cage, qui a été particulièrement bon, j'ai trouvé aussi, qui a vraiment bien aidé son équipe. Et par rapport aux infos qu'on avait l'année dernière sur la fin de saison de Montpellier, où Andrich, je pense qu'il était déjà parti. Pour lui, il était déjà parti. Là, j'ai pas vu le même Andrich qu'on avait pu voir dans les matchs à Montpellier. Et d'ailleurs, au début, je l'avais pas reconnu tout de suite, et je trouvais qu'il était vraiment à la hauteur de ce match-là. Peut-être pas la même défense non plus, hein, parce que les gardiens, ils font confiance aussi à leur bloc. Ils font confiance. C'est quand t'as un gardien quand tu lui laisses toute la cage à défendre et quand tu lui laisses certains secteurs, c'est déjà pas la même chose. Donc peut-être qu'il est aussi suppléé par une défense supérieure à ce qu'il avait l'an passé. Ouais, mais bon, en tout cas, il a fait un bon match. Quatrième match de cette soirée, dernier match de cette première soirée de Champions League. Bon match aussi, un Radniki-Vajac, qui se finit par un 17-16. L'entraîneur du Vajac qui était presque surpris du résultat de son équipe parce que il disait que compte tenu de la qualité de Radniki, qui est quasiment une des meilleures écuries d'Europe, hein, en tout cas sur le papier pour l'instant, qui a fait jeu égal jusqu'au bout quasiment, donc contre Radniki. Un match pareil, extrêmement plaisant à suivre. Et là, on avait côté Radniki le vétéran Perlainovic, qui était dans le set de départ, qui finit meilleur buteur du match avec 6 buts, et qui n'est quasiment pas sorti du match. Dans un match de cette
ampleur, de cette intensité. C'est qu'il a 37 ou 38 ans, je crois qu'il a eu peut-être les 38, on en avait parlé. C'est un 87, Ouais. donc il va avoir 38. Il y a plus vieux que lui, Ouais. hein, il y a Pietlovic qui a 85, donc à 40 ans. Donc Ouais. on voit que les joueurs maintenant maintenant qu'économiquement ils peuvent se permettre de continuer à jouer puisque les salaires sont conséquents, enfin décents en tout cas, et qui leur permettent de continuer, et que les préparations physiques font que les athlètes se préservent, connaissent leur corps et tout ça, et qu'on va jouer en 25 mètres. Donc quand tu joues en 25 mètres, je dis pas que tu as besoin de moins d'être préparé, mais quand même, c'est 5 mètres en moins que tu as à faire à chaque fois, et ben ça permet de durer un peu plus. Donc tu vas avoir des joueurs qui vont Bouslier joue toujours, c'est un 86. Donc là, Perron a arrêté l'année dernière. Là, tu vois, on a Pietovic, Perlenovic qui est toujours performant à 38. Donc il y en a de plus en plus. Mike qui a 38 aussi. Il y en a de plus en plus qui sont performants à cet âge-là. Et Perlenovic pour sa première en Coupe d'Europe avec Radnicki, effectivement, qui plante 6 buts dans un match au couteau à un but d'écart. C'est sûr que bon, il a apporté sa pierre, ça c'est clair. Et puis après la colonie, Strain, il y a beaucoup de champions olympiques. Hein, les deux Razovic, les deux Jaksic, Dedovic, Randelovic, Perlenovic, ils ont quand même, j'avais peut-être oublié Pietovic, j'en ai peut-être oublié d'autres, mais ils ont une sacrée colonie quand même de médaillés d'or. Et puis écoute, le Vasas quand même, il y a l'ancien Marseillais qui joue là-bas, Djurdjic, mais le reste c'est du Hongrois et je m'attendais pas non plus à ça. Et il faudra compter quand même avec eux parce que c'est un résultat qui les honore quand même. Hein. Il y a rien du million de perdre un but à Radnicki, donc faut toujours compter avec les Hongrois, mais il faudra compter avec le Vasas. Ouais, et puis ça peut les mettre en confiance pour la suite de cette compétition, hein, parce que voilà, contre un potentiel favori au Final Four, tu l'as bien dit avec tous les champions olympiques qui composent cette équipe, Radnicki, c'est un candidat sérieux. Puis il y a eu des coups de poker quand même dans ce match, hein, puisque on est à 9-9 à la mi-temps et Radnicki qui change de gardien. Perlenovic qui permet pour la première fois en troisième période de passer devant à 1 minute 30 quasiment de la fin de la période et qui est à 14-12 fin de troisième pour Radnicki. Les Hongrois sur 2 périodes, ils ont pris un 5-0 et qui ont changé de gardien eux aussi dans la 4e période. Perlenovic qui marque aussi les 2 derniers buts de son équipe dans ce match et qui permet donc à son équipe de s'imposer. Donc belle confrontation sur ce match-là et puis belle soirée de Champions League pour démarrer. On enchaîne avec la 2e soirée de Champions League qui avait lieu donc le lendemain, le mercredi 15 octobre. 4 matchs à nouveau au programme, un beau programme à nouveau. Donc on avait un Ferencváros Oradea, donc Ferencváros s'impose 19-11. J'aurais pensé quand même que Oradea aurait fait un peu moins de résistance que ça, que l'écart serait plus grand, mais bon, ils encaissent après avoir résisté quand même dans la première période 4-3. La deuxième période leur est fatale, ils encaissent un 7-1 et après ils font à peu près jeu égal, 3-3, 5-4. Bon, je pense que Ferencváros n'a pas trop forcé dans ce match, mais bon, les Roumains qui ont joué leur carte. Là, tu vois, c'est un match à peu près à la physionomie semblable de celui de Marseille. C'est-à-dire à l'arrivée, il y a 10 buts d'écart. Voilà, il y en a 8, Marseille, il y en a 11. Mais voilà, ça force pas son talent. C'est sûr que sa force est au-dessus. Et en fait, on a l'impression que ça résiste un peu en face, mais ça prend 10 buts quand même. Donc Ferencváros, c'est encore une fois, c'est un train qui arrive à l'heure. Il n'y a pas grand espoir pour Oradea dans ce match-là. Ouais, bon, alors il faut quand même tempérer un petit peu, hein, parce qu'ils ont joué sans même Argyropoulos pas là, Mandic pas là, Manertz, qui était quand même MVP du Final Four pas là, Vogel pas là, et Ferencváros, qui s'impose quand même, tu l'as dit, c'est un train qui arrive à l'heure, donc voilà, Mais c'est pas de sûr problème que pour eux. c'est vrai que c'est un train qui arrive à l'heure, mais c'est sûr que sans Mandic, Argyropoulos, Manertz, Vogel, ça reste une perf. Ça montre l'étendue quand même de la puissance et de la qualité de cette équipe-là. Et effectivement, au complet, c'est pas sûr qu'au complet ils auraient fait mieux, mais c'est vrai que ça
c'est vrai que c'est quand même des absences assez énormes dans cette équipe. Ouais, et ils en posent quand même, ils passent un 10-1 aux Roumains et à noter quand même, donc peut-être un joueur à suivre. Donc le premier but de Bator Panjan, je sais pas comment on le dit, ou Pajan, 18 ans, qui a mis son tout premier but en Champions League. Qui est le fils de Victor Payan, qui a gagné je vais pas être sûr exactement de la date, mais qui a gagné la Champions League avec, je crois que c'est Honved, en 2000 ou 2001, un truc comme ça. Ils avaient gagné la Champions League et c'est le fils de Victor Payan. D'accord, merci pour cette précision, je ne connaissais pas ce joueur. Deuxième match pareil, très serré. Donc on avait Kotor qui recevait Brescia et Brescia qui s'impose à l'extérieur par le plus petit des écarts, 13-14. Ça, c'était un match très très indécis. Par contre, on a dit et on le verra aussi sur l'Eurocup, les Italiens, même si des fois ils ont des équipes un peu moins bonnes ou quoi, c'est très très organisé, c'est très fort tactiquement. Et Brescia, qui est plus le Brescia d'avant, mais qui va quand même s'imposer à Kotor, qui est pénible à jouer à la maison. C'est une équipe qui avait été pas mal en Champions League l'année dernière. Et écoute, Brescia, qui est décimé un peu tous les ans, hein, c'est que si tu fais la comparaison avec l'équipe de Brescia qui a été championne d'Italie il y a pas hyper longtemps, ils ont perdu les deux tiers de leur équipe. Donc ils forment et tout ça, mais je m'attendais pas nécessairement à une victoire de leur part là-bas. Mais voilà, écoute, le polo italien toujours difficile à manœuvrer écoute, c'est un très très bon résultat, très important pour eux dans l'optique de tu vas gagner contre un adversaire direct à l'extérieur, tu peux espérer quand même éventuellement le battre à la maison, ce qui fait que bon, quand même, quand tu prends 6 points contre une équipe, elle a de grandes chances quand même de finir dernière. Et puis après, t'as 2 places pour 3. Donc Brescia qui fait une super opération en allant gagner à Kotor. Ouais, et à noter, dans ce match, on a la présence du japonais que je crois que tu considères comme le meilleur japonais, Yosuke Inaba, qui joue donc du côté du Monténégro, à Kotor. Et on a côté Brescia, l'ancien Aixois puis strasbourgeois Popadic, qui a permis à son équipe de s'imposer, puisque c'est lui qui, à 44 secondes de la fin, inscrit le dernier but des Italiens, et qui avait avant aussi égalisé à 10-10 après avoir marqué un penalty. Donc Brescia qui s'en sort de justesse et qu'il a fallu bien résister jusqu'à la fin du match. Et c'est le Monténégrin Popadic qui crucifie l'équipe monténégrine de Kotor en fin de match. Ouais, Popadic qui est un bon joueur, hein, qui avait été un bon joueur à Aix, qui est un très bon joueur à Strasbourg. Et puis là, qui offre la victoire à son équipe, toujours important pour un nouveau joueur comme ça, d'être décisif dans un match, a fortiori quand c'est un match de Coupe d'Europe. Et Inaba, oui, je maintiens Inaba, très bon joueur. Quand avec Aix, on avait exploré la piste japonaise pour atterrir sur Mitsuaki Shiga, qui a rempli de fiers services quand même à Aix. Mais Inaba, c'est avec Alex, c'était pas dire notre priorité, mais c'est un vrai bon joueur. Il était jeune, il avait 18-19 ans. Et c'est un joueur qui va pas qui est pas forcément dans un grand club, mais qui est un joueur très vif, très intéressant, qui a un bon shoot. Et moi, j'aime beaucoup ce joueur-là, ouais. Un joueur un peu atypique. Troisième match de cette soirée, donc le finaliste du dernier Final Four, Belgrade, qui recevait Proreco, donc qui avait perdu, on le rappelle, la Super Coupe contre Ferencváros d'un but, il me semble. Et là, Reco qui s'impose à l'extérieur 12-8, un match sifflé par notre arbitre international, Sébastien Dervieux. Ouais, alors Novi Beograd, dernier finaliste de l'édition de la Champions League, mais un Novi Beograd sans Gocic sur le banc, l'entraîneur quand même qui les a emmenés en finale, sans la doublette grecque Skoumpakis-Vlachopoulos, sans Gadamassi qui est parti à Marseille. Il n'y a pas de renfort étranger. Et très honnêtement, je les voyais beaucoup plus mal que ça contre Reco. Ils font -4 et les -4 c'est le débours qu'ils ont à la fin de la première période. Ils perdent la première période de 4-0, pardon. Et puis ensuite ils font 8-8
Donc ça se termine à 12-8 contre Reco, qui est quand même une armada, très grosse armada européenne. Donc quand même, moi je leur tire mon chapeau parce que commencer une saison comme ça avec tous ces départs et puis un renouvellement, c'est quand même pas mal. Et écoute, il faudra compter avec eux. Ça montre la bonne santé comme du polo serbe. Victoire de Reco au petit trot, j'allais dire. Bon, 4-0, ils ont fait l'écart. Après, ils ont peut-être géré, mais quand même, c'est pas, il y a pas une ampleur, une amplitude énorme sur ce match-là. Ouais, alors ils ont les Serbes ont été très bien aidés par leur gardien Milan Glusac, qui a fait vraiment un super match. Il y aurait pu avoir beaucoup plus, effectivement, quand on connaît la force de frappe offensive de Reco. Hein. Bon, il y a eu un bon Max Irving, hein, la recrue, Granados aussi qui a été bon, Condemi. Voilà, Reco, on le sait, hein, c'est très solide, une très belle équipe. Mais les Serbes en face ont bien joué leur carte. Et je te dis, Glusac, il a fait vraiment un excellent match. Alors dans tous les matchs que j'ai vus, ouais, c'est peut-être lui qui a fait. Bon, après c'est toujours difficile de comparer, hein, suivant le nombre de tirs, etc. Mais je pense que c'est peut-être le meilleur gardien de tous les matchs que j'ai vus, qui a fait la meilleure prestation. Donc voilà, dommage pour les Serbes. On sait que Reco, voilà, c'est leur retour en Champions League. Ils ont fait le job à l'extérieur et puis ils ont effectivement tout s'est joué un peu dans cette première période, hein, puisque 4-0. Alors, en voyant le début du match, je me suis dit ça va dérouler, etc. Et puis en fait non, ils ont petit à petit, ils ont trouvé un peu plus leur rythme et finalement, voilà, il y a que -4 en leur faveur. Dernier match de cette soirée qui concerne donc le groupe de Marseille, donc duel hispano-espagnol entre Sabadell qui recevait Barceloneta et victoire de Barceloneta à Sabadell 16-12, donc -4 aussi, et Sabadell qui a renouvelé un petit peu son équipe. Et du côté de Barceloneta, on a la présence de l'ancien Marseillais Velotto, qui, je crois, a marqué un des plus beaux buts de cette soirée, je crois, avec un tir à 10 mètres, il me semble. Ah, plus que ça, il est, Ouais. c'est même 15-17 mètres. Ouais. Il est pas dans le camp adverse et il lobe le gardien qui était avancé. Velotto qui marque un des plus beaux buts de cette soirée, donc comme tu dis, qui était peut-être plus loin encore que les 10 mètres que je viens de dire. Barceloneta qui s'impose 16-12, 4 buts d'écart. Les 4 buts sont dans la troisième période. Hein, il gagne la troisième période 6-2. Donc voilà, tu t'aperçois quand même que tu peux pas trop te permettre d'avoir des éclats dans les matchs parce que tu vois, Belgrade perd de 4 buts la première, puis après ils cavalent tout le match. Alors ils font 3 périodes à jeu égal, mais tu peux pas te permettre d'avoir un trou parce que, à moins que l'équipe adverse ait à son tour elle-même un trou, mais c'est difficile de se remettre d'un débours de 4 buts comme ça. Donc, écoute, c'est un écart beaucoup plus maigrichon quand même que les années précédentes entre les deux clubs. Tu perds pas Perron et Granados sans conséquence quand même. Et Barceloneta a une vraie bonne équipe. Hein. Mais écoute, moi je pense que Marseille dans cette poule-là devra battre deux fois Sabadell, et attention à Sabadell quand même, mais devra battre 2 fois Sabadell et 2 fois Hanovre. Et puis ensuite essayer que ça soit au goal average particulier ou sur les deux confrontations, sortir Barceloneta qui est un peu la bête noire quand même. Et pour finir premier du groupe et avoir, j'allais dire, un tirage un peu plus clément. C'est un mini championnat qui va très vite, hein. 6 matchs, ça va très vite. Il y en a déjà un de joué. Victoire un peu logique, mais il y a rien de fou non plus. Marseille a pas à craindre de ces équipes-là. Il faut les respecter, bien entendu, mais Marseille est loin d'être en dessous, que ça soit de Barceloneta ou de Sabadell, ça c'est sûr. Barceloneta dans ce match qui a quand même un moment, qui a eu du mal à rentrer dans le match, puisque les deux équipes s'étaient rencontrées en championnat espagnol, sur une finale nationale qui avait ouvert la saison, et Barceloneta qui s'était imposé beaucoup plus facilement contre son adversaire du soir. Et là, donc, ils se retrouvaient et ça a été un peu plus compliqué, malgré qu'ils aient passé un 7-0 avant aussi que Sabadell leur remette un 3-0 un petit peu plus tard, et donc que ça allait pas du tout être le même match qu'ils avaient pu vivre quelques semaines auparavant. Barceloneta qui fait le job.
On enchaîne avec donc l'Eurocup, 3 soirs, mardi première journée de Champions League, mercredi deuxième soirée, et on finissait, donc là ça se joue qu'en une seule soirée, l'Europa Cup, donc qui avait lieu jeudi soir avec 8 matchs au programme. Et pour commencer, le match le plus serré de cette soirée, puisque ça se finit au tir au but, donc Vouliagmeni, les Grecs contre les Hongrois du BVSC, et victoire à domicile des Grecs 20-19, après quand même une grosse séance de tir au but, puisque Vouliagmeni l'emporte 9-8 au tir au but. Donc c'est pas souvent ces derniers temps qu'on a vu une série aussi longue de tirs au but, et Vouliagmeni qui arrive quand même donc à s'imposer à domicile, et je pense qu'ils avaient besoin de se rassurer, puisque après avoir été sortis des qualifications pour la Champions League. Ouais, écoute, 17 buts pour 17 penalties pour connaître l'issue de ce match-là. Comme tu dis, victoire importante pour Vouliagmeni, et puis écoute, BVSC, les Hongrois qui échouent, mais qui repartent quand même avec un petit point. C'est important de prendre un petit point à l'extérieur, mine de rien. Oui, le match avant cette séance de penalty qui s'est joué dans cette dernière période, puisque Vouliagmeni était mené 3-1 à la fin de la première, et les équipes ensuite ont fait jeu égal deuxième et troisième période, 2-2, 5-5, et Vouliagmeni qui arrive à revenir à la fin donc pour obtenir la séance de tir au but. Deuxième match de cette soirée, donc les Croates du Jug Dubrovnik, entraînés par Vjeko Kobečak, l'entraîneur de l'équipe de France masculine, et donc qui jouait contre Terrassa, donc au tour précédent, donc qui avait sorti le Pays d'Aix, et victoire de Dubrovnik à domicile 16-12. Dubrovnik c'est pareil, qui est pas le Dubrovnik d'avant. Ils ont gagné la Champions League. Dubrovnik, c'était Kobečak qui entraînait. Je sais plus exactement quelle année, mais ils avaient gagné, je crois que c'était à Budapest, le Final Four. Et puis pareil, ils ont été un petit peu pillés. Donc après, ça reste une équipe solide d'Eurocup. Mais écoute, ils remportent ce match-là. Les entrées en matière, c'est toujours important, parce que si tu commences d'entrée de jeu par perdre à la maison, tu hypothèques malgré tout grandement tes chances, parce qu'il faut que tu rattrapes cette défaite initiale à l'extérieur, et c'est compliqué de gagner à l'extérieur. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de victoires à l'extérieur, donc à moins que ce soit un gros, effectivement, Reco, tout ça, mais c'est pas facile d'aller gagner à l'extérieur, donc c'est très bien d'avoir gagné ce match-là à la maison pour commencer. Alors je vais te faire mentir un peu, puisque les deux matchs suivants se terminent sur le même score, et par 2 victoires à l'extérieur. Donc on a Spandau Savone qui se finit donc en faveur de Savone 16-15. Donc Spandau qui est pas au mieux, puisque pareil, un peu comme Vouliagmeni, ils se sont fait sortir du tour de qualification pour la Champions League, et là sur leur premier match, en tout cas dans ces phases de poule, défaite contre Savone d'un petit but, mais défaite quand même. Ouais, mais pour moi Savone était favori de ce match-là. C'est plutôt la victoire uniquement d'un but qui est surprenante à mon sens. Savone était, alors de mémoire, était allé gagner à Sabadell l'année dernière en Champions League. Ils sont allés gagner à Olympiakos, il me semble. Ils avaient perdu chez eux contre Olympiakos sur cette espèce d'erreur de Filioli là, où ils sont à +4, et puis il met un taquet, ils finissent à 1 de moins, et ils prennent 4-0 et ils perdent au penalty. Donc Savone, c'est pas une mauvaise équipe. Et écoute, le deuxième, troisième du championnat d'Italie bat le deuxième du championnat d'Allemagne. Pour moi, il y a pas, pour moi c'est logique. C'est pas une surprise pour moi. En tout cas, victoire des Italiens. Et dis-moi l'autre match un peu. Dynamo Bucaresti contre Szolnok, et Szolnok qui s'impose à l'extérieur, pareil, 15-16. Après une très grosse première période, à la fois en but et encaissé, puisqu'il y avait 7-4 à la fin de la première période. Ouais, c'est pareil. Moi, je suis surpris juste par l'ampleur du score qui est d'un but seulement. C'est pas le Steaua Bucarest, c'est pas Oradea, donc c'est le 3e club roumain. Take control of the numbers and supercharge your small business with Xero. That's Xero. With our easy-to-use accounting software with automation and reporting features, you'll spend less time on manual tasks and more time understanding how your business is doing.
87% of surveyed U.S. customers agree Xero helps improve financial visibility. Search Xero with an X or visit xero.com/ACAST to start your 30-day free trial. Conditions apply. An upper corner shot's just deflected by the goalie. It's a corner kick. Wow! Incredible! Beautiful shot! No, that fan earned 2% cash rewards buying Pulisic merch. They're using the Active Cash Visa credit card from Wells Fargo, which scores unlimited 2% cash rewards on purchases. Scoring 2% more. Wonder what that's like. Oh, it's like... Go! Score off the field with the Active Cash Visa credit card from Wells Fargo. Terms apply. Visit wellsfargo.com/activecash. Visa, worldwide partner of FIFA World Cup 26. Impressive. Szolnok quand même qui est un club européen dans le championnat de Hongrie, donc ouais, pour moi le résultat est logique. Ces 2 victoires à l'extérieur là, elles me surprennent juste par la non-ampleur du score, mais si tu m'avais dit avant le match Bucarest-Szolnok, je t'aurais dit Szolnok sans problème. Ouais, mais en tout cas que d'un but effectivement. 5e match de cette soirée, donc les Croates de Solaris qui recevaient Duisbourg et qui s'imposent du coup, j'allais pas dire facilement, mais en tout cas il y a plus 5 pour eux, 15-10, grâce notamment à une 3e période remportée 5-0. Et ouais, tu vois, 5 buts à l'arrivée et cette période 5-0. Donc tu fais jeu égal, ça laisse toujours des regrets aux équipes parce que tu fais jeu égal sur 3 périodes. Mais tu t'as pas le droit de te manquer, en fait. Tu peux pas rater une période, un quart du match où tu prends moins 5 et donc t'es sanctionné. Šibenik qui c'est pareil, hein, des Croates contre des Allemands. Moi le classement des équipes nationales est quand même important. Écoute, quand t'as un Européen comme ça d'un pays comme la Croatie, c'est logique, plus 5, c'est logique contre des Allemands. Pas de surprise non plus. Non, là, il y a pas de surprise. Ensuite, on avait donc Panathinaikos qui recevait les Monténégrins de Budućnost. Et là, victoire facile des Grecs 16-8. Et je trouve, voilà, on enregistre le retour du Pana, comme on dit. Ça fait longtemps qu'on les avait pas vus à ce niveau. Je crois qu'ils ont fait quand même un recrutement assez intéressant. Donc peut-être une équipe à suivre, en tout cas, voilà, le Pana qui revient un peu au premier plan. Ils ont pris Skumpakis notamment de Novi Beograd. Il y a d'autres mouvements, mais écoute, ils essayent le Panathinaikos, c'est un club omnisport, donc qui appartient, on connaît principalement l'équipe de basket, mais qui appartient donc à un homme qui est un géant de la pharmacie, des pharmacies en Grèce et qui a décidé d'injecter un petit peu d'argent sur son équipe de polo et dans cette optique, on connaît le combat fratricide qu'il y a entre Olympiakos et Panathinaikos dans tous les sports. Et écoute, il s'est dit qu'au polo maintenant il fallait tenter de briser l'hégémonie d'Olympiakos et voilà le Pana qui démarre bien sa campagne européenne. Ouais, et puis j'ai vu quelques images des chauds supporters du Pana, un peu comme au basket. C'est vrai que belle ambiance autour du bassin, ils chantent tout le temps et ça fait plaisir aussi à voir des matchs de polo dans cette ambiance. Voilà, donc ça me faisait penser au basket, mais c'est bien de voir des équipes comme ça. Avant-dernier match de cette soirée, donc on avait les Serbes de Šabac qui recevaient les Roumains du Steaua Bucarest et Šabac qui s'impose 11-9. Ouais, le Steaua qui est quand même une équipe qui est pas vilaine du tout. Qui perd en Serbie de 2 buts. Là c'est difficile d'aller gagner en Serbie. Pas grand chose à dire sur ce match-là. On verra la suite de la poule un peu plus tard. Et donc dans le dernier match, on a Trieste qui recevait Barcelone avec l'ancien Aixois Watanabe et Trieste à domicile qui s'impose 20-16 après un match assez prolifique sur les 2 premières périodes puisqu'on a un 6-5 en faveur des Italiens suivi par un 7-2 en deuxième période. Après, ça s'équilibre 4-5, 3-4. Donc, les Espagnols qui remportent les 2 dernières périodes. Mais le débours était déjà trop important. Trieste qui est une équipe solide du championnat d'Italie. Barcelone du championnat d'Espagne. Écoute, victoire assez logique de Trieste à la maison. Difficile à manœuvrer les Italiens, comme on l'a dit. Hein. Donc, tu vois, tu t'aperçois quand même que Recco, Savone, Brescia, Trieste, les 4 ont gagné. 3 à l'extérieur, 1 à la maison.
Donc c'est à souligner quand même des équipes comme ça, de clubs qui font carton plein. Ça montre la bonne santé du polo de club italien aussi. On sait que c'est là où il y a quand même un peu d'argent aussi, donc ça aide. Ça fait pas que ça, mais ça aide quand même à avoir des bons joueurs et donc du coup à lutter pour les premières places dans ces championnats d'Europe. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la Coupe d'Europe, beaucoup de matchs. Du coup, on enchaîne tout de suite sur la journée d'élite, la 5e journée, donc qui était une journée complète, qui s'est quand même jouée sur 2 jours, puisqu'on avait un match dimanche, où Taverny recevait Marseille, et on va commencer donc par ce premier match, même si on n'est pas dans la chronologie. Mais en tout cas, c'est le match qui avait le moins de suspense et sans grande surprise, Marseille s'impose plus que facilement 24-7, 5-1, 6-1, 5-2, 8-3. Non, c'est le premier contre le dernier de l'année dernière. Donc, la seule inconnue, c'était de savoir l'écart qu'il allait y avoir. Et puis, Taverny, donc, qui encaisse sa 3e défaite pour le moment. Et Marseille, écoute, qui enchaîne après son match de Coupe d'Europe. Donc ouais, pas grand-chose. Par contre, dans les 3 matchs qui nous restent, on a quand même pas mal de choses à dire. Donc on va commencer par le Pays d'Aix qui recevait Strasbourg et donc Strasbourg qui s'impose à l'extérieur 17-13 après une 3e période bien remplie puisque Strasbourg la remporte 8-5. Et derrière, tout était joué, ça s'est rendu un peu coup pour coup, et la dernière période se finit 2-1 en faveur de Strasbourg, qui a su prendre 3-4 buts d'écart et qui les a conservés jusqu'à la fin, puisque à la mi-temps, on avait 7-7. Ouais, Christophe, comme tu l'as dit, 7-7 à la mi-temps, Strasbourg qui gagne les 2 dernières périodes, donc 10-6, avec un Gardasevic de gala qui met 8 buts, donc c'est toujours... c'est assez rare, toujours quand même les joueurs quand même qui passent la barre des 5-6 buts en match, bien aidé par ce joueur dont je parle souvent, que j'aime beaucoup, qui est Drazen Kujacic, qui est un joueur très fin, très précieux, qui a toujours donné satisfaction dans les clubs où il est passé. Joueur intelligent, qui fait toujours les bons choix, donc il met 4 buts quand même. Donc cette doublette en met 12 sur 17. Il est à noter la blessure donc de Sasa Micic, donc la pointe, le géant monténégrin en pointe, qui sur un mouvement anodin à l'entraînement, s'est blessé sur un coup de ciseau, s'est blessé au ménisque. Il a été opéré, il y a eu une ablation d'une partie du ménisque, et il sera de retour qu'en février. Donc ça, c'est assez rare dans notre sport d'avoir des blessures comme ça. C'est plutôt des blessures de footballeurs, de handballeurs et tout ça. J'ai pas souvenir d'avoir un poloiste qui a une ablation du ménisque, mais bon, pour revenir et pouvoir travailler le rétro avec cette ouverture de genou, écoute, il va devoir patienter un petit peu. Ça pénalisera, j'allais dire, pas trop l'équipe d'Olivier Chandieu parce que il va y avoir une longue trêve à cause du championnat d'Europe. Donc il va rater quelques matchs, mais Strasbourg a mis déjà 15 points au chaud en 5 matchs. Pour moi, c'est pas une victoire anodine. Ils vont gagner à Aix de 4 buts sans Micic. Donc, écoute, ils se placent en tout cas comme on l'avait un peu annoncé et prévu, comme l'unique ou peut-être l'unique challenger de Marseille cette année, et ils font un grand pas quand même. C'est une victoire pour moi très significative. Plus 4 à l'extérieur avec Micic en moins. Pour moi, c'est fort. On rappelle que donc 2 équipes restent invaincues, Marseille et Strasbourg, donc après cette journée, et c'était un peu la revanche de la demi-finale perdue l'an passé, la demi-finale polémique, et je pense qu'il y avait un peu de tension au début. En tout cas, les équipes n'étaient pas, peut-être plus Strasbourg n'étaient pas rassurées parce que dans l'arbitrage, on sait que ça avait été compliqué vis-à-vis de lui, mais on avait Sébastien Dervieux qui était à l'arbitrage et qui avait été suffisamment mis en avant dans la fin de match compliquée pour Strasbourg, mais bon, il avait fait son travail,
Et là, voilà, donc il y avait cet enjeu-là et Strasbourg qui a su passer outre et s'imposer effectivement sans Micic. Et de l'autre côté, une équipe aixoise, on l'a répété plusieurs fois, donc qui est quand même pas mal modifiée, donc qui a dû se passer de Alexis Drahe assez rapidement dans ce match, donc qui peut être un joueur précieux dans les rotations du Pays d'Aix, et un Daichi Ogara qui a été tout feu tout flamme aussi côté aixois, puisqu'il finit quand même avec 6 buts, et l'Américain Cavano avec 3 buts du côté aixois. Et dans ce match, j'ai trouvé qu'il y avait un joueur que statistiquement, là, on le voit pas trop parce qu'il ne met qu'un seul but dans ce match, mais qui a été extrêmement précieux, je pense, pour la mise en place du jeu strasbourgeois. C'est Aubin de Nux en pointe, donc c'était la seule pointe de métier puisque Micic était pas là, et il a particulièrement, je trouve, bien tenu son rang parce qu'il a provoqué beaucoup d'exclusions. Il a été vraiment précieux pour poser le jeu de Strasbourg, et il y a eu aussi les shooters extérieurs qui ont été bien en réussite, en tout cas qui ont pris des secteurs de tir précieux puisqu'ils ont marqué ses buts. Kandic un peu moins présent peut-être, mais en tout cas les secteurs de tir, il y a eu plusieurs poteaux rentrants dans ce match. Martin Gardasevic qui a été vraiment pareil, le meilleur joueur de ce match avec 8, c'est pas tous les jours qu'on marque 8 buts. Une bonne victoire précieuse, redoutée je pense par Strasbourg, qui voulait se rassurer dans ce déplacement-là et qui repart avec les 3 points. Donc pour eux l'essentiel est fait et il reste toujours invaincu à l'issue de cette 5e journée. Non, mais je reviens sur 2 choses. L'absence de Micic, qui est quand même une des pointes majeures du championnat. Il y a peut-être Thomas devant, mais Micic, c'est quand même un point de fixation énorme. Joueur très volumineux, mais très rapide en même temps. Mais tu fais bien de souligner l'apport d'Aubin de Nux, qui est un joueur dont on parle peu, mais qui est toujours là, toujours stable dans ses performances, toujours fidèle au poste, qui fait pas de vagues, mais qui est un joueur précieux dans la rotation, dans cette fameuse rotation de deuxième pointe, qui là a eu sa chance de démarrer le match, mais qui a un bon gabarit, un bon physique, et qui déçoit rarement. Donc Olivier, c'est important pour un coach de savoir que quand la pointe, j'allais dire vedette, n'est pas là, t'as quelqu'un qui peut pallier à son absence, et avec succès. Donc c'est bien de souligner parce qu'on n'en parle pas souvent, mais c'est une vraie bonne pointe dans le championnat. Oui, tout à fait. Et c'était bien de pouvoir, en tout cas, il a pris ses responsabilités dans ce match et c'était important aussi d'en parler. 3e match de cette soirée, donc pas mal de matchs en jeu. On pressentait un peu ces rivalités, et Douai qui accueillait 7. Et j'aurais bien mis une petite pièce sur Douai à domicile, et finalement, c'est 7 qui s'impose à l'extérieur, 17-15, et qui va chercher des points précieux dans le Nord, et qui, ça devrait peser dans la balance après en fin de championnat sur le classement. 7 qui a fait ce qu'il fallait à l'extérieur. Ouais, 7 pour la première fois en configuration 4 étrangers, puisqu'on avait parlé de Vazine et de Tomic, et puis il leur manquait Da Silva, le Brésilien, puis l'autre Serbe, mais le Serbe il avait joué contre lors de la dernière journée. Là, Da Silva est venu, donc écoute, ils sont en configuration, j'allais dire optimum. Ils ont leur équipe au complet. Douai qui perdent 2 buts à la maison, comme contre Nice. Donc ils sont pas loin, mais ils y sont pas encore, mais ils sont pas loin. Écoute, précieuse victoire comme tu l'as dit pour 7, qui prend 3 points, qui confirme la victoire de la semaine dernière contre Taverny, et puis qui se donne une petite bouffée d'air au classement et qui remonte un peu et qui distance quand même Douai, qui a du mal quand même en ce début de championnat, à part la victoire à Bordeaux. Ouais, Da Silva, tu l'as bien dit, donc qui est venu renforcer l'équipe puisqu'il était présent, et qui a apporté tout de suite sa présence puisqu'il inscrit 2 buts dans ce match, donc c'est important, voilà. Et Tomic qui fait un bon match aussi puisqu'il marque 5 buts. Et côté Douai, on a toujours Omael Michel, toujours aussi précieux dans l'apport offensif, 4 buts, accompagné de Zaoui aussi, qui avait fait une bonne prestation offensive le match dernier, qui aussi l'accompagne avec 4 buts aussi dans ce match. Mais ça n'a pas suffi pour s'imposer.
Ça sera difficile pour Douai quand même parce que bon, ils battront pas Marseille et Strasbourg à la maison. Là, ils ont perdu Nice et 7. Ils ont perdu à Montpellier, donc il va falloir qu'ils bataillent pour prendre des points. On le savait, hein, c'est une équipe qui est promue, mais écoute, je pense que Yann Clay avait coché un peu ces deux matchs-là, Nice et 7, sur son tableau de marche. Et écoute, ils sont pas loin, mais il manque encore un peu quelque chose. Et dernier match, donc Bordeaux qui accueillait Montpellier. Et là, tout ce que j'ai pu dire jusqu'à présent sur Bordeaux a volé en éclats, parce que je pensais pas que Bordeaux serait en mesure de gagner un match compte tenu de ce qu'on avait un petit peu vu. Et peut-être qu'ils nous ont écoutés, ils ont voulu déjouer les pronostics et ils se sont imposés, donc 14-12 à domicile. Après une troisième période quand même remportée 6-1, même si la dernière période il la perd 5-2, mais en tout cas voilà, ils ont fait ce qu'il fallait, puisque à la mi-temps les équipes étaient égalité, 6 partout. Et Bordeaux qui prend ses premiers points et qui du coup va remonter au classement. Et je pense que dans le projet bordelais, ça va leur faire énormément de bien. Par contre, Montpellier, on sait que Montpellier, un coup c'est chaud, un coup c'est froid. Mais là, je pense que pour le moral, pas forcément bon pour Montpellier. Écoute, oui, et je peux que souscrire à ce que tu viens de dire. Bordeaux, il faut se rappeler que Bordeaux, ce qu'on explique depuis le début, mais les opportunités vraisemblablement seront majoritairement à la maison. Ils en avaient laissé passer une contre Douai où on l'avait dit, ils étaient à +2 à 1,30 de la fin. Donc +2 et 30 de la fin, ils n'ont pas été capables d'aller jusqu'au penalty. Ils ont perdu dans le temps réglementaire. Donc un match qui laisse beaucoup de regrets parce qu'on sait que les occasions seront rares. Et puis on pensait effectivement que Bordeaux, ayant perdu contre Douai, ça allait être compliqué quand même d'aller chercher quelque chose. Ces mêmes Douaisiens qui ont perdu à Montpellier la semaine dernière, donc avaient fait un petit rapproché à un moment donné à 8-8, puis finalement qui finissent à -4, -5, et donc on pensait que Montpellier, même si ça avait dû être dans la douleur, serait revenu de Gironde victorieux. Et puis écoute, il y a 6-6 avant qu'il y ait une extinction de la lumière chez les Montpelliérains, parce qu'ils prennent un 6-1 dans la troisième, mais ils prennent 7-1 en tout, puisqu'on passe de 6-6 à 13-7. Donc un blackout total, j'ai pas d'explication. Alors peut-être l'euphorie, la furia, le match à la maison, il y a du monde qui va voir les matchs à Bordeaux. Et Montpellier, écoute, qui a pas su endiguer la vague girondine, et je suivais un petit peu le score, et je me dis mince, je suis pas pour l'une des deux équipes, mais 9-7, 17, 11-7, 12-7, 13-7, et tu te demandes où ça va s'arrêter. Et puis Bordeaux qui a fini un peu à l'arrache parce que 13-7, 14-12, qui finit par un 5-2, mais qui ces points-là vont quand même grandement handicaper Montpellier, ce manque de points, pardon. Et puis Bordeaux qui finira pas déjà l'année chou blanc comme il l'avait fait lors de leur première montée en élite. Donc ça, c'est déjà bien. Le coach va pouvoir travailler là-dessus, parce que tu as besoin toujours, quand tu es coach, tu peux faire croire à tes joueurs dans le projet, mais si tu prends des tôles tous les week-ends, c'est pas que ton coach tu l'écoutes plus, mais c'est compliqué, alors que là il pourra s'appuyer là-dessus. Et puis écoute, ça fait pas les affaires de Taverny, qui devra batailler pour je vais pas dire ne pas finir dernier, parce que le championnat vient de commencer, mais Taverny a 0 points, Bordeaux en a 3. On sait que les occasions seront minces, mais en tout cas coup de tonnerre quand même de cette journée avec cette victoire des Bordelais qui était quand même assez inattendue. Ça rafraîchit un peu notre championnat. Ouais, ça fait du bien effectivement, et donc on va quand même donner un peu les hommes de ce match, en tout cas ceux qui statistiquement ressortent, parce que on n'aura pas forcément l'occasion de le faire régulièrement, mais de ce que j'ai pu voir, on a eu un Paul Delpech de gala qui marque 4 buts, accompagné par Nestor Linchneau 1 but, Raphaël Gonzalez 2 buts, Quentin Vanille 3 buts, Mattia Barella l'Italien 3 buts, et Adrien Crosetti 1 but. Côté Montpelliérain, ce qui a pu peser dans la balance, c'est notamment les 3 fautes du capitaine Musture, et qui finit sans marquer, alors que le week-end précédent il en avait mis 7.
Mais là, il n'a pas trop été présent dans ce match, en tout cas statistiquement. Vix, par contre, l'ancien Rémois, 5 buts, et accompagné par aussi le canonnier de service de Montpellier, Pal Antalya-Hermes, 4 buts. Charlie Benromdam, 1 but. Darko Stojanovic, 1 but. Rado Vanilla, 1 but. Et voilà pour le côté montpelliérain. C'est clair, Christophe, que Montpellier compte beaucoup sur Elia Moustour, hein, qui passe rarement quand même à travers. Hein, c'est quand même un joueur aussi qui est toujours présent et qui est toujours là. Et Montpellier sans Moustour, c'est quand même compliqué. Et tu vois que il trébuche, il chute même à Bordeaux, et écoute, ça va nous relancer tout ça, et c'est pas mal. C'est bien comme ça, au moins, déjà, on pourra plus dire que Bordeaux, ne pourra pas gagner de match. Ils l'ont fait, et tant mieux pour eux, et tant mieux pour notre championnat. Christophe, on fait un tout petit point sur les canonniers de ce championnat. Donc Gardasevic, fort de ses 8 réalisations ce week-end contre Aix-en-Provence, mène la danse avec 19 buts, accompagné aujourd'hui par Thomas Vernou, qui a mis 5 buts à Taverny, donc qui le rejoint avec 19 buts également. Suivi par Ogara, 15 buts, le japonais d'Aix-en-Provence. Kujasic de Strasbourg, 14. Et Steven Vitran, 12. On note quand même qu'il y a 3 Strasbourgeois dans les 5 premiers. C'est à noter. Et puis, écoute, un petit point sur le calendrier pour la prochaine journée. On aura un Strasbourg-Taverny qui présentera pas forcément beaucoup de suspense. Un 7 Bordeaux qui maintenant devient très intéressant. Sait-on jamais, peut-être les premiers points de Bordeaux à l'extérieur. On aura un Douai-Aix. Donc, écoute, Douai aura peut-être un petit peu de mal, mais à voir. Et puis un très intéressant Montpellier-Nice. Nice sort de 2 matchs, de 2 victoires d'affilée. Ce serait la passe de 3 pour eux. Hein. Ils n'ont pas été très souvent à la fête ces dernières saisons. Donc, s'ils pouvaient enchaîner une 3e victoire. Et puis Montpellier devra réagir. Donc écoute, match indécis à Antigone, on verra, mais le vainqueur de ce match-là fera une très bonne opération, surtout si ce sont les Aiglons. Voilà pour l'élite masculine, et on passe du coup à la Nationale 1 qui avait aussi une journée, donc avec un match qui est reporté, Mulhouse-INSEP, mais d'autres matchs qui ont complété ce week-end puisque des matchs se sont déroulés en avance. On a l'INSEP Marseille qui s'est fini par un 32-6 en faveur de Marseille, et un Saint-Jean AS Monaco, victoire des Monégasques 14-6. Ouais, en fait, comme Monaco avait 2 déplacements, La Rochelle, donc ils ont doublé avec Saint-Jean au lieu de faire 2 déplacements. Et puis Marseille a fait la même chose, que Marseille jouait à Livry, donc a demandé la veille s'il pouvait jouer à l'INSEP. Ça évite, ça économise des frais, et puis ça permet de jouer 2 matchs le week-end, ce qui est pas idiot. Oui, et puis pour compléter aussi ce que tu dis, on n'en a pas parlé parce que le score ne le permettait pas, mais Marseille, en National 1 qui jouait donc à Livry, a profité de ce déplacement puisque les jeunes étaient déjà sur place. Ils ont joué l'équipe 1 a joué le dimanche pour intégrer un certain nombre de jeunes dans l'équipe marseillaise, que ça soit, je vais pas tous les citer, mais les principaux, puisque on a Audouin de Rivière qui est la tête de pont de l'équipe de National 1 de Marseille, donc qui était présent sur la feuille, ainsi que Dario Danowski notamment, et d'autres jeunes joueurs qui en ont profité pour doubler aussi les matchs. Pour compléter ce doublage, on avait donc Monaco qui se déplaçait à La Rochelle, et victoire de Monaco 10-17 contre le promu Rochelais. Ouais, écoute, écart, victoire à l'extérieur, c'est bien, mais écart, il y a +7, hein, c'est un long déplacement quand même, Monaco à La Rochelle, +7. La Rochelle qui, depuis le début de la saison, fait bonne figure. Donc écoute, il y a beaucoup d'équipes qui ont pris des caisses contre Monaco. Ça sera pas le cas de La Rochelle, en tout cas sur ce match-là. Donc victoire logique de Monaco qui poursuit son petit bonhomme de chemin, qui a pas joué une des grosses équipes, j'allais dire, du championnat, ni Arles, ni Livry, ni Mulhouse, que écoute, ça va finir par arriver, mais en tout cas, tous les matchs qu'on leur propose, ils les gagnent. Puis La Rochelle qui démérite pas.
Bon, Monaco, malgré l'intégration de jeunes joueurs, qui continuent effectivement à bien performer. Deuxième match de cette journée, mais du coup quatrième match qu'on évoque là. Donc duel parisien, Choisy-le-Roi qui accueillait le Racing Club de France et victoire de Choisy 19-16. Ouais, le duel francilien. Écoute, Choisy qui petit à petit consolide sa place en N1. L'année dernière, ils avaient fait un bon championnat, j'avais déjà dit. Cette année, écoute, il démarre sur les mêmes auspices. Là, il fallait écarter le Racing. Et 19-16, un match prolifique en but, bien aidé par les 7 buts de Michal Somsag, qui les a bien sortis de ce mauvais pas. Et puis, écoute, Choisy qui s'impose, somme toute logiquement. Hein, je pense que Choisy est un petit peu supérieur. Somsag qui a été suivi de l'autre côté par Menucci. Alexandre Menucci qui doit mettre 7 buts aussi. Le duel va vers l'équipe qui a fini la mieux classée l'année dernière. Donc Choisy était favori, mais il suffit pas d'être favori, il faut encore le démontrer dans l'eau. Oui, qui devrait finir, somme toute, devant à la fin de ce championnat compte tenu des premiers résultats sur ces 4 premières journées. Duel de mal classés, je vais dire. On sait que c'est des équipes qui joueront le bas de classement. Saint-Jean qui recevait Moulins. Et Moulins qui s'impose à l'extérieur 14-12, donc qui en continue d'enfoncer Saint-Jean, on l'avait évoqué. Saint-Jean qui est vraiment dans le dur et qui va pas être rassuré dans ce match-là, donc qui perd malgré, ils ont réussi à revenir au score puisque le match se finit au tir au but, donc 5-3 en faveur de Moulins. Mais Saint-Jean qui avait tout de suite encaissé un 5-1 à domicile, c'est vrai que c'est pas évident de revenir dans le match. Oui, écoute, Moulins qui l'emporte au pénalty à Saint-Jean, comme tu dis, Saint-Jean qui a pas la tête fraîche ni la tête à l'endroit en ce moment, qui aurait bien eu besoin quand même si ça avait été au pénalty, de battre Moulins. Eux, en bas de classement, si on met l'INSEP de côté, il y aura pas beaucoup, voire pas du tout d'occasion même de se faire la cerise un peu contre quelqu'un. Donc, écoute, Moulins qui l'emporte à l'extérieur et qui laisse l'antépénultième place à Saint-Jean. Avant-dernier match de cette soirée, Arnes qui recevait Givors. On sait que Arnes, donc on l'a dit de nombreuses fois, est une équipe difficile à jouer, surtout à domicile. Et les Givordins, malgré le score, donc victoire de Arnes 19-17, ont joué crânement leur jeu. Malheureusement, ils finissent à -2. Mais on a eu quand même 2 grosses périodes, que ce soit la deuxième et la troisième, donc 7-3 en faveur de Arnes dans la deuxième période, et 3-8 en faveur de Givors dans la troisième période. Donc, chassé croisé pendant ce match. Givors est une équipe historiquement de petit bassin, donc le petit bassin, ça leur va bien, donc ils sont pas gênés par l'étroitesse, j'allais dire, du bassin de Arnes, mais je m'attendais pas à ce score-là, je t'avoue. Et puis 12-6 pour Arnes, fin de deuxième. Tu te dis que la messe est dite et puis que ça va finir sur un score tranquille. Et puis écoute, le 8-3 dans la troisième, comme tu l'as dit, permet à Givors de revenir à 15-14 début de quatrième. Et là, ça a un peu tremblé parce que je pense que c'est pas évidemment prévu dans le plan de marche de Arnes de laisser des points contre Givors. Donc ils ont eu un petit sursaut à la fin, mais finissent à 19-17. Ils s'en sortent bien. Une victoire est une victoire, mais j'avais vu à Monaco quand Givors était venu, ce numéro 7 là, Fedrigo, qui avait un bon petit shoot qui partait vite. J'ai bien aimé ce shoot, quand met 7 là, qui met 7 buts quand même. Et donc il confirme ce que j'avais vu un petit peu à Monaco. Et puis Givors, c'est encourageant pour la suite. Ils vont pouvoir travailler aussi là-dessus, et c'est pas mal. Ouais, on verra. Peut-être qu'à force, ils grignotent, et peut-être qu'on aura des belles surprises du côté de Givors et qu'ils arriveront à bien se positionner dans le championnat. En tout cas, on le souhaite aussi pour la saveur de ce championnat et pour le suspense. Dernier match où là, il n'y a pas eu de suspense. Livry-Gargan, on sait que c'est, on a dit plusieurs fois pareil, un des prétendants au titre, sachant que Marseille, eux, ne pourront pas monter quel que soit le classement. Et donc Marseille qui s'impose à l'extérieur 17-10, qui avait bien démarré son match, 5-1.
voilà, qui perd à la mi-temps 9-6, et puis Marseille qui est reparti en troisième période 4-1, et donc voilà, pas de grosses difficultés pour la jeune garde marseillaise. Ouais, Marseille qui peut pas accéder à l'élite, évidemment, puisqu'ils ont déjà une équipe, mais qui peut être titré. Ils peuvent être quand même champions de France de N1 et ne pas pouvoir accéder à la montée. Donc, je pense quand même qu'ils sont bien au-dessus de Livry, en tout cas dans la liste des favoris au titre. Donc 17-10, 7 buts de Revier. Livry sera un prétendant au podium, mais un prétendant au titre, je ne pense pas. Mais Marseille fait le job. Ils font carton plein. Les deux équipes, Marseille et Monaco, font carton plein jusqu'alors, que des victoires. Et puis Choisy qui se glisse à la 4e place, ni vu ni connu, donc qui est bien là. Donc écoute, c'est plutôt pas mal. Après Choisy, je crois qu'ils avaient fini 6-7e l'année dernière, donc t'enlèves les deux premiers, ils gagnent les deux équipes Bordeaux et Douai ont été remplacées par l'INSEP et par La Rochelle. Donc c'est un peu normal que Choisy remonte là, mais c'est à souligner quand même, 4e, c'est pas mal. Peut-être, je sais pas si tu l'avais noté, mais un petit point peut-être des canonniers de la Nationale 1 qu'on peut faire, même si les journées sont un peu biaisées parce qu'il y a des matchs qui se sont déjà passés, mais on a quand même Audouin de Rivières de Marseille avec 33 buts, Luca Barnat avec 24 buts, Mathis Bawash de Arnes 22 buts, Augustin Palais Racing Club de France 18 buts et Théo Leitman de l'INSEP 18 buts. Peut-être un petit point calendrier également, peut-être voir ce qui nous attend sur la 5e journée, donc qui aura lieu entre le 1er et le 2 novembre, donc pas de match le week-end prochain. Donc on a un Givors-Livry, un La Rochelle Racing Club de France, donc peut-être que La Rochelle pourra prendre des points à domicile, Moulins qui reçoit Arnes, Choisy qui reçoit Mulhouse, Monaco qui reçoit Saint-Jean d'Angély et le match INSEP Marseille s'est déjà déroulé. Ouais Christophe, écoute, on suivra ça de près et puis on verra un petit peu ce que nous réservent toutes ces rencontres. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode avec beaucoup de matchs. On l'a annoncé au début de l'épisode. Voilà, un épisode assez dense en résultats. Voilà ce qu'on pouvait vous dire et on espère que vous avez passé un bon moment et on se donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt, bonne semaine. Merci, ciao. Hey neighbor, celebrate the holidays with Birch Lane. Our timeless furniture and decor are delivered for free in days, not weeks. It's classic style for joyful living. Shop Birch Lane, a Wayfair specialty brand at birchlane.com. Tailgates, game nights, big matchups, whatever the plan, Z-Biotics pre-alcohol probiotic drink fits into your pregame routine. It's a probiotic drink designed to break down a toxic byproduct of alcohol responsible for rough days after drinking. Pre-alcohol supports your body's natural response so you can stay sharp for what's next, even after a night out. Just drink a pre-alcohol before drinking and wake up feeling great the next day, all season long. Head to zbiotics.com/pod15 and get 15% off your first order. Backed by a 100% money-back guarantee. This statement has not been evaluated by the FDA. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Every success story starts with hope. That's why we created the Hope Scholarship at Hollins University. Because when we take care of tuition and more, you can focus on your future. Hope starts at Hollins. Start your story at hollins.edu/hope starts here. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si l'épisode vous a plu, vous pouvez noter l'épisode, le partager et pour ne pas manquer les prochains, pensez à vous abonner. À très vite sur La Pointe.